Vous faites bien de suivre les programmes de la télévision Africa 7. Bienvenue dans ce 7e numéro de votre émission Le Plaidoyer. Nous recevons aujourd'hui El Hadji Malick Mbaye, directeur général de l'ANAMO, l'Agence nationale de la maison de l'outil. Il est aussi le leader du mouvement Gëm Sa Bopp. Avec notre invité, nous parlerons de la tournée économique du chef de l'État, vous le savez, qui est dans le sud du pays. Nous parlerons aussi de la structure qu'il dirige. Est-ce que l'ANAMO peut être une alternative, on va dire, à la problématique de l'emploi des jeunes? Et enfin, nous terminerons par l'actualité politique nationale. Sans plus tarder, on va donc donner la parole à notre invité. Monsieur Mbaye, bonjour. Bonjour, cher. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci, tout le plaisir est pour moi et j'en profite pour saluer également l'ensemble de vos téléspectateurs ici comme ailleurs dans le monde. Merci pour tout, Monsieur Mbaye. Alors, pour permettre à nos téléspectateurs de mieux faire votre connaissance, je vous invite juste à suivre ce portrait dressé par un membre de la rédaction. Ensuite, nous revenons sur ce plateau. El Hadji Malick Mbaye est un spécialiste de la communication. Après son baccalauréat en 1993, il décroche quelques années plus tard son diplôme d'études supérieures en communication à l'Institut supérieur des sciences de l'information et de la communication après avoir obtenu son duel 1 en philosophie à l'université Cheikh Anta Diop. L'homme a servi dans plusieurs structures avant d'atterrir à la tête de l'ANAMO, l'Agence nationale de la maison de l'outil, un poste qu'il occupe depuis plusieurs années maintenant. L'agence a été créée en 2010 et est placée sous la tutelle technique du ministère de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'artisanat et sous la tutelle financière du ministère de l'économie et des finances. Elle a pour, entre autres missions, de mettre à la disposition des jeunes des équipements et des outils capables de valoriser les potentiels de leur milieu et d'améliorer leur cadre de vie. Offrir aux jeunes la possibilité d'exécuter des prestations de services capables de générer des recettes substantielles, former le maximum de jeunes en quête de qualification et d'emploi dans l'optique de la lutte contre le sous-emploi et le chômage. El Hadji Malick Mbaye est aussi le président fondateur du mouvement Conscience citoyenne Gëm Sa Bopp. Il est élu pour la première fois conseiller municipal de la ville de Thiès en 2009. El Hadji Malick Mbaye est aussi membre de la coalition Benno Bokk Yakaar. Voilà, vous venez à l'instant même de suivre ce portrait de notre invité. Il s'agit donc de El Hadji Malick Mbaye, je l'ai dit tantôt, directeur général de l'ANAMO, l'Agence nationale de la maison de l'outil. Il est aussi le leader du mouvement Gëm Sa Bopp. Il sera beaucoup question donc dans cette émission de parler de la tournée du chef de l'État dans le sud du pays. Nous parlerons aussi donc des activités, de ses activités même, on va dire, des activités de l'invité. Nous parlerons aussi de la politique nationale. Mais démarrons d'abord par la tournée politique. Bon, c'est un lapsus ou pas? En tout cas, certains le disent, politique ou économique, selon certains, du chef de l'État. Mais nous poserons donc cette question à notre invité. Quelle appréciation en fait-il, M. Mbaye? Comment comprenez-vous un peu la tournée du chef de l'État dans le sud du pays? Mais écoutez, la tournée du chef de l'État, le président Macky Sall, dans la partie sud du pays, n'est pas venu ex nihilo. Je crois que tout est parti d'abord de la campagne électorale de 2012. Il était allé, il avait sillonné, je crois que c'était la 4e fois en tant qu'homme d'État, le pays, et il était venu en tant que candidat solliciter le suffrage de toute cette zone de la partie sud du pays, avec une promesse ferme de s'atteler d'abord au désenclavement de la partie sud du pays, à la résolution de la crise casamançaise, mais pas en 100 jours, comme l'aurait promis quelqu'un, l'ancien chef d'État. Donc, c'était un parachèvement, cette tournée-là. Ensuite, il est revenu en 2012, plus précisément le 27 juin 2012, lors d'un conseil des ministres décentralisé, avec maintenant des promesses fermes, des engagements qu'il avait contractés en disant que d'abord le démarrage effectif de l'hôpital de Ziguinchor, le relèvement du niveau du plateau technique de ce même hôpital, l'inauguration, en tout cas la réfection et la réhabilitation du stade Aliou Sitoé Diatta, la relance ou la mise à l'eau de deux navires appelés Agen et Djambon, je dis au nom prédestiné, Agen et Djambon. Donc ça, nous étions le 27 juin 2012. Et le 23 mars 2013, il est revenu pour lancer le pôle de développement de la Casamance avec 23 milliards. Et c'était un point extrêmement important de la politique du chef de l'État qui
l'amener, en tout cas, qui a mené le gouvernement à mettre la partie sud du pays comme le moteur, le levier de l'acte 3 de la décentralisation, adossé à ce que vous savez comme révolution. Donc, en venant le 19 février 2015 dans cette partie du pays, une cascade, on va dire, d'inauguration, permettez un peu l'expression, qu'il faudrait comprendre comment, par une tournée économique ou bien une tournée politique. Mais écoutez, vous savez, un homme d'État, à côté des intérêts d'État, sauvegarde des intérêts politiques, il faut le rappeler. Je crois que nous n'avons pas à être autre chose que des humains, rien de ce qui est humain ne nous est étranger. Et je crois qu'un homme d'État, comme je le dis tout à l'heure, à côté des intérêts d'État, sauvegarde des intérêts politiques. Parce que c'est l'ensemble des intérêts politiques sauvegardés qui font de lui un homme d'État ou un homme de l'opposition. Pourquoi je vous parle ainsi? On ne peut pas dissocier l'homme politique à l'homme d'État, Macky Sall. Mais on peut dissocier le politicien à l'homme d'État, au chef de l'État. En termes clairs, à Ziguinchor, en tout cas, lors de cette journée, j'ai eu en tout cas l'honneur d'accompagner le président pour cette première partie. Absolument, on va y revenir. Les populations de cette partie-là disaient que si toutes les campagnes électorales, si tous les hommes d'État, si tous les présidents de la République faisaient une campagne électorale de cette sorte, elles sont demandeuses toutes les années. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le soulagement que les populations ont senti avec le scanner de l'hôpital de Ziguinchor, qui coûte 400 millions et qui permet aujourd'hui à des hommes et des femmes atteints de différentes maladies d'être au moins pris en charge au premier degré. Ou, en tout cas, sans ce matériel médical, ils avaient toute la chance de perdre la vie, ils avaient toute la chance, en tout cas, d'attendre ou bien d'en sortir avec un handicap. Les sportifs également, j'ai suivi le Casasport, vont voir leur performance quintuplée. Parce que figurez-vous que le Casasport, qui est en tout cas l'équipe fagnon de la ville de Ziguinchor, ou bien de cette partie du pays, allait jusqu'à Kolda pour recevoir, parce que le stade à l'Institut Gatti n'était pas opérationnel. Donc, si on prend maintenant les bateaux Agen et Djambon, mais écoute, nous nous rendons compte que c'est le soulagement, en tout cas, des populations, c'est le désenclavement. Mais cerise sur le gâteau, le président a décidé, avec le gouvernement, de subventionner à 50% le prix du billet. En tout cas, pour le PDS, vous n'avez fait que vraiment achever, on va dire peut-être ce qu'ils ont commencé, quoi, parce que c'était vraiment le projet. Mais achever pour achever, nous sommes dans la continuité de l'État. Rappelez-vous que le président, à nos amis du Parti démocratique sénégalais, s'il rétorque que le président est en train, en tout cas, de faire, comme vous le dites tout à l'heure, d'achever les chantiers du président sortant, mais nous rappelons également tout simplement qu'en 2000, Abdoulaye Wade a hérité, le chef de l'État sortant a hérité d'une situation que lui-même a qualifiée au plan économique de vert à tous les niveaux. Et il est allé un jour dire au guide, au vénéré feu Cheikh Saliou Mbacké, qui prie pour moi. Il m'a fait que c'est ce même homme-là qui quitte en 2012 et qui nous dit que 3 mois après, vous n'avez pas payé les salaires. Donc je crois qu'au lieu d'instruire, de voir ça comme un débat purement politique, moi je trouve que c'est la continuité de l'État avec beaucoup de réglages. Donc c'est bien selon vous que vous vous appropriez tous ces projets? Non, on ne se l'approprie pas parce que quand un chef d'État arrive au pouvoir, il a l'occasion, il a l'opportunité de faire, de défaire, de revoir, d'analyser ou bien d'avancer. Je crois qu'aujourd'hui, les populations de la partie du pays sont soulagées parce que le président de la République leur a montré que dans mon approche, le premier combat que je mène, c'est le combat contre l'exclusion sociale. Chers, figurez-vous que 90% de nos richesses ont été détenues pendant longtemps par 10%. Pendant ce temps, 90% de la population sénégalaise vivait en dessous du seuil de la pauvreté. Aujourd'hui, ce qui est révolutionnaire, c'est 80% de notre budget qui était consacré au fonctionnement est aujourd'hui orienté vers la demande sociale.
Donc, ma foi, c'est que avec cette tournée, avec ces réalisations, avec ce qui est en train aujourd'hui de se passer dans la partie du sud du pays, je crois que la Casamance, dans son ensemble, va retrouver sa vocation de grenier. Avant d'en venir éventuellement à votre voyage, on va dire, dans le sud du pays avec le chef de l'État, c'est bien quand même qu'on puisse rester un peu quand même sur les décisions qui ont été prises par le chef de l'État, notamment, on va dire, avec l'exonération de taxes, on va dire, à tous les vraiment acteurs touristiques qui veulent s'implanter dans le sud du pays. Mais est-ce que cela suffit réellement comme mesure? Parce que aussi à côté de cela, il y a l'insécurité qui continue aussi dans cette partie. Vous savez, le premier, je ne suis pas dans les schémas, dans les pensées du chef de l'État, mais j'essaie quand même de lire à travers les actions qu'il pose, comment il conçoit, lui, le phénomène de crise. Vous savez, il y a une anecdote en Wolof. Dafa am góor gu musa wax ni yàlla na jàmm yàgg benn dof ni ko te ku nekk am ndax ku ne bu amul jàmm du am. Que la paix dure, quoi. Mais avant que ça, il faudrait que tout un chacun puisse en bénéficier. Oui, en termes clairs, oui. Ce sage avait dit que la paix soit pour tout le monde. Un fou lui répond et que chacun puisse avoir quelque chose. Cela veut dire quoi? Les jeunes qui sont en train aujourd'hui d'aller se battre dans le maquis, le premier élément qui fonde leur action, leur engagement militant, c'est parce qu'ils ont senti à un certain moment qu'il y avait les Sénégalais de la Casamance et il y avait les Sénégalais d'une autre partie du pays. Et je crois qu'avec les mesures que le chef de l'État a prises, notamment sur le tourisme, et l'accalmie que vous avez notée sur le front sud du pays, montre que aujourd'hui, cette partie sud du pays est en train de revoir un autre moyen, une autre facette, en tout cas, de la prise en charge de ces préoccupations. Moralité, ma conviction forte et profonde, c'est que, avant de voir l'acte par lequel on doit imposer, on doit demander la paix, il faut examiner l'acte par lequel les ressources nationales sont distribuées et redistribuées. Et à ce niveau, je crois que c'est le combat d'arrache-pied que le chef de l'État est en train de mener et qui a un répondant. Parce que nous sommes allés à Ziguinchor, nous avons entendu les populations, nous avons vu comment il y avait cette ferveur remplie, pleine d'espoir que chacun d'entre eux, en tout cas de ces populations, était en train de manifester à l'endroit du chef de l'État. Nous ne pouvons en tirer comme conclusion qu'aujourd'hui, une histoire est en train d'être réécrite au niveau de la partie sud du pays. Mais maintenant, comment faudrait-il comprendre un peu votre déplacement dans cette partie du sud du pays? Vous y étiez avec le chef de l'État, c'était pour faire quoi? Bon, nous y étions, nous, parce que d'abord, nous sommes des alliés du président de la République. Je crois que nous sommes, en tout cas, cet ensemble de partis, de mouvements alliés qui avons fait le pari en 2012, de dire que nous parions sur le candidat Macky Sall. Et nous avons formé une grande coalition appelée Benno Bokk Yakaar. Le président a compris que nous devons assister, nous devons nous rendre compte, nous devons aujourd'hui savoir ce qui se passe, nous devons être au fait pour pouvoir relayer cela au niveau de l'opinion, mais pour pouvoir avoir des éléments de langage commun et des éléments d'appréciation également commun autour de son bilan, autour des actes. Comme il avait fait savoir lors du séminaire de Benno Bokk Yakaar, se plaignant entre guillemets vraiment de ses alliés comme vous, que vous ne mouillez pas le front, quoi. Non, je crois que, bon, je ne suis pas en train de me prendre comme un exemple, mais je sais que j'ai été toujours modestement pris en exemple comme celui qui va le plus au front. Mais ce n'est pas là le plus important. Le plus important, c'est que le président de la République a compris que nous nous sommes tellement tus. Et c'est globalement la mouvance présidentielle, c'est tellement tu. La mouvance présidentielle, c'est tellement n'a pas eu le temps de se voir, de s'organiser, d'accorder la riposte, de pouvoir amener les éléments d'appréciation de son bilan au plan, dans une certaine visibilité, qu'à un certain moment, certains ont cru qu'il fallait défendre le président. Ça, je crois que c'est un abus de langage. Quand on dit que le président est défendu ou le président n'est pas défendu,
pour être défendu, on a besoin d'être accusé, c'est parce qu'on est accusé, c'est parce qu'on a tort, c'est parce que ce qu'on fait n'est pas bon. Je crois que le président Sall n'a pas besoin d'être défendu. Mais il dit que ces réalisations ne sont pas dites également publiquement. Il a besoin que nous fassions de la médiation, oui, que nous rendions visibles, en tout cas, et audibles, ces réalisations, ce que nous sommes en train de faire dans une large concertation. Et bien sûr, dans peu de temps, vous allez voir qu'il y aura une force de communication autour du président de la coalition Benno Bokk Yakaar, composée d'hommes et de femmes qui sont aujourd'hui convaincus que le meilleur choix que les Sénégalais puissent faire, c'était lui, et que nous ne regrettons pas de l'avoir choisi. Vous êtes aussi directeur général de l'ANAMO, vous y étiez également peut-être avec cette casquette entre guillemets, parce que si je regarde un peu mes archives, sans même peut-être me tromper, il me semble que l'ANAMO n'a pas une maison de l'outil à Ziguinchor. Est-ce que l'ANAMO d'abord peut être une alternative, on va dire, à la problématique du chômage? Ben, écoute, il faut rappeler que l'Agence nationale de la maison de l'outil a été créée par décret numéro 406-2010 du 8 avril 2010. Qui voudrait que l'ANAMO soit, en tout cas, le réceptacle de ce qu'on appelle les maisons de l'outil. Les maisons de l'outil donnent aux artisans trois choses. Ils leur donnent les équipements, comme son nom l'indique, donc les outils. L'ANAMO donne, la maison de l'outil donne aux artisans un cadre d'exercice. L'ANAMO donne, et la maison de l'outil donne aux artisans également et aux hommes de métier en général et en tout cas aux sortants des centres de formation ce qu'on appelle l'accompagnement technologique dans l'exercice du métier traditionnel. En termes clairs, il y a beaucoup de gens qui chôment. Pourtant, ils ont un métier qu'ils ont appris et maîtrisé, soit par expérience, par appétence ou par hérédité. Mais ils chôment tout simplement parce qu'il leur manque le plus petit outil à l'exercice de ce métier. Et la maison de l'outil est là pour leur donner l'équipement, mais pour leur donner également le cadre d'exercice. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'artisans, de menuisiers, de maçons, dans tous les corps de métier, ils s'installent de manière précaire dans la rue. Donc la maison de l'outil est un cadre pour leur permettre, en tout cas, d'exercer leur métier. Mais pour les accompagner également au plan technologique, parce que quand quelqu'un vous dit que moi, je suis grand-père maçon, grand-père menuisier, père menuisier, moi menuisier, mais il est convaincu qu'il ne peut pas exercer la menuiserie comme l'exerçait son père ou son grand-père et pouvoir en vivre décemment. C'est la raison pour laquelle la maison de l'outil est une réponse parfaite, en tout cas adéquate, à la question du chômage, du sous-emploi, mais surtout à la précarité dans l'exercice des métiers des artisans. Vous êtes présent dans le sud du pays? Nous sommes présents à Sédhiou. Nous avons une maison de l'outil en phase de réhabilitation au niveau de Ziguinchor. La maison de l'outil de Kolda est en train d'être terminée et pourrait être livrée, en tout cas, et inaugurée normalement d'ici la mi-juin. Ce qu'il faudra dire, tout simplement, c'est que quand nous sommes arrivés à la tête de la maison de l'outil, à la tête de l'Agence nationale de la maison de l'outil en juin 2012, nous avons trouvé que 2 maisons de l'outil fonctionnelles sur la base de convention. C'est la maison de l'outil de Solida, ici avec la Chambre de métier de Dakar, et c'est la maison de l'outil de Kolda, de Touba avec l'ancien conseil rural de Touba. Et aujourd'hui, nous sommes à 9 maisons de l'outil, dont la dernière qui a été inaugurée par le chef de l'État à Mékhé, lors de la journée de l'artisanat. Et nous sommes en train aujourd'hui d'être soutenus par le ministère de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'artisanat. J'en profite pour, en tout cas, rendre un vibrant hommage au ministre qui est notre ministre tutelle, mais qui s'implique également pour que l'ANAMO, l'agence qui a été conçue comme un machin, parce qu'on était dans une phase d'agenciasation de la vie administrative. Certains ont cru que c'était une agence comme n'importe quelle agence. Mais aujourd'hui, le besoin se fait sentir en tout cas. Et la demande est partout. Hier, j'ai reçu une demande de Coupentoum. Avant-hier, c'était Malem Hodar. On est en train de demander partout, en tout cas, l'érection
des maisons de l'outil qui sont des cadres d'exercice pour les... Actuellement, vous êtes donc à combien? À 9 qui sont opérationnels ou pas encore? 9 qui sont opérationnels et qui sont prêts à être inaugurés et livrés aux artisans et aux bénéficiaires. Alors, vous disiez également dans une interview que si jamais avec 10 maisons de l'outil, vous pourrez créer quelque chose comme 10 000 emplois. Oui. Vous confirmez? Non, je confirme parce qu'une maison de l'outil qui tourne à feu continu et avec 5 corps de métier, parce que dans une maison de l'outil, on ne trouve pas tous les corps de métier. D'abord, quand vous allez améliorer le métier dominant, le métier que vous trouvez là-bas, c'est le métier dominant dans la zone, c'est la cordonnerie. Ensuite, il y a d'autres métiers tels que la couture, tels que la menuiserie, tels que d'autres corps de métier. Donc, une maison de l'outil qui fonctionne à feu continu peut polariser à lui seul 500 emplois directs et 500 autres emplois indirects. Mais le chef de l'État a lancé également une idée extrêmement intéressante à Mékhé. Nous sommes en train d'y travailler. C'est le concept d'hôtel d'entreprise. Que dans les maisons de l'outil ne puissent pas tout simplement être des cadres d'exercice, mais que tout autour, que l'artisan, que l'homme de métier, en tout cas l'homme de métier en général, que le bénéficiaire puisse trouver toute la chaîne dont il a besoin pour pouvoir être fonctionnel. D'où l'idée d'incubation d'entreprise. Alors, avez-vous dit lors d'une tournée à Saint-Louis que l'agence allait créer entre 2 et 3 ans 20 000 emplois? Si c'est oui, combien d'emplois avez-vous créé depuis que vous êtes à la tête de cette institution? Oui, avec les 3 maisons de l'outil, les 9, parce que nous avons 9, mais parmi les 9, il y a 5 qui sont fonctionnels. Nous sommes aujourd'hui à peu près 6600 emplois qui sont créés. C'est-à-dire ces 6600 jeunes hommes, femmes, qui avaient perdu l'espoir et qui peuvent dire que, écoute, moi je ne peux rien faire parce que je n'ai pas de machine. Ils viennent à la maison de l'outil, ils payent une redevance symbolique. C'est cette redevance-là qui leur permet de pouvoir mener leur activité. Mais ils ne s'installent pas également sur place ad vitam aeternam, non. Ils s'installent pendant un moment, le temps de pouvoir s'installer à leur propre compte et de donner l'occasion aux autres de s'installer pour pouvoir, en tout cas, mener leur activité. L'autre point fondamental également que je voudrais souligner, c'est que l'ANAMO est en train de mettre sur le marché, en tout cas, 2 types de métiers. La réparation de téléphones portables et la technique de pressing. C'est possible ici? Vous avez les arguments, des gens qui sont... Non, on a déjà commencé. Ah bon? Il y a au moins 200 jeunes aujourd'hui qui sont formés dans les techniques de réparation de téléphones portables. Parce que, cher, vous savez, les jeunes Sénégalais ont la passion du téléphone portable. Ils n'en ont ni la formation, encore moins les outils. Quand nous avons vu ça, nous avons contracté avec l'ESDEP Foundation, une fondation de droit indien, dont je salue en tout cas l'efficacité de l'équipe qui les représente au Sénégal. Nous avons signé une convention. Et aujourd'hui, 200 jeunes sont formés sur les techniques de réparation de téléphones portables. Mais il y a également une centaine de jeunes qui ont été formés dans le domaine du pressing. Parce qu'on s'est rendu compte également, comme vous et nous, vous allez dans la partie sud du pays, vous allez dans la partie nord, un peu partout, vous ne pouvez pas trouver une unité de blanchisserie moderne capable, vous, de pouvoir vous occuper de votre linge. Quand je vois, une petite étude nous a montré qu'il y a des gens qui font quitter leur linge à Matam pour le faire faire à Saint-Louis. D'autres quittent carrément Ziguinchor pour l'envoyer par les rotations aériennes à Dakar pour le faire. Nous sommes dit que nous devons donner la chance à des jeunes. Absolument. Et nous l'avons fait une séance à Kolda. Nous allons bientôt ouvrir en tout cas la même formation à Ziguinchor. Et avec l'appui et la convention que nous avons avec le FONGIP, ces jeunes peuvent être accompagnés dans le cadre du fonds de garantie
de l'artisanat que le FOGART, en tout cas qui a été mis en place par le FONGIP. Alors vous dites également aussi que votre structure est une réponse pertinente aussi au sous-emploi des jeunes et à la promotion de l'emploi durable. Mais n'y a-t-il pas conflit d'intérêt avec l'ANPEJ qui joue plus ou moins quand même ce même rôle? Non, ce n'est pas le même rôle. Vous savez, c'est pas la même chose? Non, c'est pas la même chose. L'ANPEJ Oui. L'ANPEJ est une agence d'un intérêt capital dans le cadre de la promotion de l'emploi. L'ANPEJ ne crée pas d'emploi. L'ANPEJ crée les conditions d'une création d'emploi, accompagne les entreprises, accompagne les jeunes. Et je crois qu'à ce niveau, dans le cadre de la promotion de l'emploi, par l'accompagnement financier, par l'appui, par la collaboration, je crois qu'ils sont complémentaires à ce que nous faisons. Comme l'ANPEJ également peut travailler d'arrache-pied avec toutes les autres structures, en tout cas qui s'occupent de l'emploi des jeunes. Alors maintenant, est-ce que l'ANAMO est peut-être une réponse pertinente, on va dire, au PSE, une contribution forte même, pour reprendre textuellement votre ministre de tutelle qui disait dans une réunion que, en fait, au mois de novembre dernier, que l'ANAMO constitue une forte contribution dans le PSE. En quoi votre agence constitue une contribution forte dans le PSE? Mais vous savez une chose, parce que les trois trépieds, le trépied, en tout cas du plan Sénégal émergent, d'abord c'est la bonne gouvernance, en tout cas la réorientation de l'économie, mais surtout le capital humain. Vous savez, aujourd'hui, il y a 4% seulement des demandeurs d'emploi qui sont présents sur le marché ont un métier. Chez vous, chez moi, chez mon ami, chez partout, chez le caméraman. Il verra que il y a un jeune qui est là-bas qui dit « Tonton, je n'ai pas de travail, je n'ai pas de boulot. À la question de savoir qu'est-ce que vous allez faire, il vous dit « Non, je ne vais rien faire. Je ne peux rien faire parce que je n'ai aucune formation qualifiante. Je ne sais pas. Il n'y a pas un métier pour lequel je suis qualifié. Mais comme disait l'autre, pour chômer, il faut trois choses. Pour chômer, il faudra ne rien apprendre. Vous avez toutes les chances de chômer. Apprendre quelque chose et ne pas le maîtriser, vous avez la chance de chômer. Et apprendre quelque chose qui ne soit pas, dont le besoin ne se fait pas sentir sur le marché. Mais je veux dire que si vous maîtrisez quelque chose, si vous apprenez un métier, si vous maîtrisez un métier, si ce métier-là est en parfait besoin, en parfaite adéquation avec, en tout cas, les besoins du marché, il n'y a aucune chance que vous chômiez. Donc, nous, ne serait-ce que sur le capital humain, je vous donne un exemple. Nous l'avons vu à Diofior. Savez-vous qu'à Diofior, nous avons lancé avec nos amis des partenaires limousins, donc qui sont venus de la ville de Limoges, nous avons lancé une formation en plomberie. Il n'y a pas une maison, un foyer qui se lève le matin ou toute une semaine sans ne pas exprimer le besoin d'avoir des plombiers. Mais il n'y a pas une école qui forme les jeunes en plomberie. En tout cas, on n'en connaît pas. Ou bien, s'il faudra vous former en plomberie, il faudra que vous ayez un certain niveau académique. Nous avons pris des jeunes, nous avons pris à Diofior des jeunes, et nous les avons formés en technique de plomberie. Et nous leur avons en plomberie et en peinture. Parce que chez nous, nous croyons qu'il y a des métiers dont on n'a pas besoin, pour lesquels on n'a pas besoin de formation. Nous avons tout faux de penser à ça. Par exemple, le métier de peintre, comme tout autre métier, mérite une formation. Et ces jeunes que nous avons formés à la maison de l'outil de Diofior, nous leur avons donné le contrat. Bon, c'était selon les normes, en tout cas, du code des marchés. Nous leur avons donné le contrat de la maison de l'outil de Saint-Louis. Et chacun s'en est tiré à bon compte. Nous croyons que si ces jeunes-là sont formés, formalisés, organisés et financés, mais écoute, à ce rythme-là, les 300 000 emplois promis par le chef d'État, et contrairement à ce que les gens pensent, selon les chiffres du tribunal de l'inspection du travail, donc du ministère du Travail, aujourd'hui, entre 2012, en tout cas mi-2012 et début 2014, 94 000 Sénégalais ont eu un emploi. Donc parfois, nous n'en parlons pas et certains croient que
il n'y a pas quelque chose qui a été fait à ce niveau. Oh que si. Mais il faut avouer également que le plan Sénégal émergent est un plan globalisant qui intègre aussi bien ce qui a été fait comme plan de développement, en tout cas pour des politiques sociales, le Yonou Yokouté, et tout un condensé qui nous a poussé à avoir le plan Sénégal émergent. Qui manque également d'ambition, hein, pour en revenir oui. sur l'Agence nationale de la maison de l'outil, ma conviction forte et profonde que de manière, en tout cas, dans une phase de complémentarité avec les autres structures des autres ministères, nous sommes en phase de pouvoir jouer un rôle important. Et saluer ce qui est en train d'être fait avec le PRODAC. Le PRODAC, tout à fait. Au niveau du ministère de la jeunesse, avec notre ami le ministre Mambaïna, qui est en train aujourd'hui de montrer que la terre peut nourrir son homme, que des jeunes peuvent aller cultiver la terre, vendre les fruits de leur récolte et en vivre décemment. Absolument, et qu'il y aura une part importante, ou bien qu'il y a une part importante dans le PSE. Mais pour le PSE, juste peut-être en 1 ou 2, maximum 3 minutes, est-ce que quand même, au rythme où vont les choses, pensez-vous réellement que vous pourrez atteindre un taux de croissance de 7%, vu que les réformes tardent toujours? Il n'y a pas si longtemps, vous avez entendu Christine Lagarde aussi, la directrice générale du Fonds monétaire international, se plaindre, ou bien demander au Sénégal d'accélérer un peu le rythme des réformes. Mais écoutez, je crois d'abord ce qu'il faudra dire, relever, c'est que, aussi bien au niveau de la Banque mondiale que du FMI, jamais on a eu la présence au Sénégal d'un membre du top management de ces deux structures-là pendant 15 ans. Le dernier qui était venu, il est venu en 2000, c'est le président de la Banque mondiale, qui est venu en 10 ans et qui nous avait dit, bon moi ça m'avait heurté, même si je n'étais pas avec Wade, il avait dit que vous avez un président iconoclaste, et le Sénégal est un pays spécial. Moi, ça ne m'a pas plu parce qu'au-delà des divergences politiques, je crois que nous devons conserver et nous devons protéger nos institutions. Et le chef de l'État en est une et en est la première. Donc, figurez-vous que de 2000 à 2015, nous n'avons pas eu l'honneur de recevoir. Le seul fait que la directrice générale du FMI puisse venir au Sénégal montre qu'il y a quelque chose qui bouge. Mais comme on dit, tout ne peut pas être fait en un jour. Et le rythme par lequel les investisseurs, ceux qui avaient pris en tout cas des engagements lors de la rencontre de Paris sur le PSE, aujourd'hui nous sommes presque sur la promesse, nous sommes au moins en moins de 2 ans, nous sommes à plus de 1300 milliards qui ont été remis, qui ont été donnés comme contribution par les bailleurs. Et maintenant, les réformes, ce n'est pas parce qu'elles tardent, mais écoute, une réforme doit prendre le cours normal des choses. Passer du gouvernement, aller à l'Assemblée nationale, revenir au gouvernement pour aller au niveau de l'Assemblée nationale. Mais quand ça va jusqu'à bloquer également le bon fonctionnement de votre travail, ça pose problème. C'est pas pour rien. Peut-être Macky Sall, apparemment, est allé à Ziguinchor pour demander aux opérateurs touristiques de venir comme ça, parce que dans le plaidoyer de Mme Lagarde, il était question également, ou il est question, ou on a entendu parler aussi, vraiment d'ouvrir, on va dire, quand même, un boulevard au secteur privé pour que ce secteur privé vienne s'investir en masse aussi. Hein. Mais vous savez, le secteur privé, investir en masse, autant pour moi. Mais vous savez, le secteur privé, oui, n'a jamais été aussi pris en compte. Si vous voyez le nombre de chantiers qui ont été affectés, mais il faut voir également que quand vous allez à... Si nous devons dire tout simplement, écoutez, secteur privé national seulement, il y a des Sénégalais comme vous et moi qui sont en train de gagner des marchés au Gabon, des marchés en Guinée équatoriale. Il y a aujourd'hui, le président gambien Yaya Jammeh a fait une révélation pour dire que le taux important de marchés qui sont attribués à des Sénégalais. Donc tout ne peut pas être géré par des Sénégalais. Donc, maintenant, sur la mesure... Vous êtes contre la préférence nationale, entre guillemets? Non, je ne suis pas contre la préférence nationale. Mais je vous dis une chose, il nous faut de manière, en tout cas intégrée, donner une bonne part, certes, au secteur privé local, mais s'ouvrir également à l'étranger, tout en sauvegardant, bien sûr, les intérêts des entreprises nationales. Ce qui a été fait sur le tourisme, oui, mais c'est une révolution. Nous,
la veille, je me suis rendu compte, nous discutions autour, on ne savait même pas que le président allait faire l'annonce. Nous nous sommes dit, mais écoutez, nous sommes ici en Casamance, au Cap Skirring. Nous avons vu qu'il y a énormément d'hôtels. L'hôtel où nous logions, le gars avait dit, pour que je puisse m'occuper de la délégation, servir à la délégation, les prendre en charge, il nous faut une avance liquide. Parce que tout simplement, ils ont des problèmes numéraires. Donc, en prenant l'engagement que le chef de l'État a pris devant les Ziguinchorois, à faire de la partie sud du pays, de la Casamance, zone touristique, zone prioritaire d'intérêt national sur le tourisme, moi je crois que c'est à encourager. Mais le plus important, c'est que les gens, les hôteliers n'ont pas seulement un problème pour avoir le terrain, mais ils ont des taxes sur lesquelles, en tout cas sous lesquelles ils croulent, et souvent il y a plusieurs hôtels, une centaine qui ont clé sous le paillasson, et je crois qu'avec cette mesure, la relève va être assurée au niveau touristique. Et c'est un salve d'applaudissements qui a accueilli cela. Cela vous montre seulement qu'il y a aujourd'hui des choses qui sont en train d'être jouées dans la partie sud. Absolument, il y a énormément de choses également à dire sur le PSE, sur les réformes, avec la réforme foncière aussi. On en parlera peut-être dans un autre numéro quand l'occasion nous se présentera. Mais aussi pour terminer avec le volet de l'ANAMO aussi, vous avez annoncé aussi, on va dire, beaucoup de projets, comme un peu la banque, ou bien une banque à outils. On veut savoir un peu si les 500 salons de coiffure sont disponibles. Vous l'avez annoncé aussi tantôt, on s'en souvient. Il était également question, on vous a entendu parler aussi de l'école de la seconde chance, un concept que vous avez décidé de lancer cette année. On ne sait pas trop bien si vous l'avez fait ou pas. Écoutez, d'abord, sur l'opération, les 500 salons de coiffure, je crois que les 250 ont été... la cérémonie s'est déroulée au mois de mars dernier, dans le cadre de l'hôtel du Théâtre National Daniel Sow. Vous avez atteint les 500, non? Non, ça c'est la première phase. Ah, c'est la première phase. Nous avons donné 250 kits de coiffure. Cette idée nous est venue en tête après avoir examiné que beaucoup de nos jeunes filles, en tout cas, et même des garçons, en tout cas, c'est des jeunes très entrepreneurs qui ont fait leur formation en coiffure ou qui exercent le métier de coiffure, mais qui sont confrontés à un problème de s'installer à leur propre compte. Et souvent, pour s'installer à leur propre compte, ils vous disent que moi, je veux monter un salon de coiffure. Bonjour les charges, eau, électricité, location, le matériel. Nous nous sommes dit, écoutez, nous devons rendre mobile l'exercice du métier de coiffure. C'est à ce niveau que nous avons eu l'idée de lancer cette opération et qui a été, jusqu'à présent, les gens, en tout cas les populations en redemandent. Donc nous allons vers une autre opération complémentaire, mais en rapport avec le fonds de garantie des investissements prioritaires dans le cadre du fonds de garantie de l'artisanat. Et nous sommes en tout cas très avancés sur le dossier pour cette fois-ci pouvoir donner au moins 750 kits de coiffure femmes et 250 kits de coiffure hommes, ce qui fera un chiffre global de 1000 kits de coiffure. Parce qu'on voit que la plupart du temps, ces personnes sont confrontées à des problèmes, comme vous l'avez dit également, de financement, parce qu'il y a l'absence de garantie surtout de financement. Et nous avons dit que oui, nous n'avons rien contre le financement direct de l'emploi. Mais on s'est rendu compte que, cher, par exemple, si vous prenez le cas de Wade, moi je ne suis pas de ceux qui disent que tout ce que Wade n'a fait n'est pas bon. Il est venu, il a fait bouger les choses, il avait d'excellentes idées. Mais parfois, dans la précipitation, il y a des choses qui n'ont pas marché. Vous avez critiqué le FNPJ, on a vu ça quelque part. Sur le FNPJ, par exemple, non, c'est pas moi, je ne fais que constater. Ah, d'accord. C'est l'homme qui est arrivé, qui a dit qu'est-ce qu'il faut pour que les jeunes travaillent. On lui dit, Monsieur le Président, mettez un fonds. Il dit c'est combien? Il dit 5 milliards. Il a mis 5 milliards. À la fin de son premier mandat, il dit, moi j'ai échoué dans le cadre de ma politique d'emploi des jeunes. Moralité, le financement de l'emploi direct a ses limites. C'est la raison pour laquelle nous, dans le cadre de l'opération des salons de coiffure, nous sommes dit, au lieu de leur donner un financement direct, nous allons leur donner du matériel. Et l'homme de métier entretenant un rapport psycho-affectif avec son outil de travail, on voit mal un maçon prendre peut-être une trouelle et vendre ça. Donc, nous le mettons dans un cadre de pouvoir être autonome directement. Maintenant, vous avez parlé de la banque à outils.
c'est dans une maison de l'outil fonctionnel, vous allez forcément trouver la banque à outils. Parce que la banque à outils est une banque comme toutes les autres banques, mais c'est une banque qui ne vous donne pas d'argent, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est une banque dans laquelle vous venez, vous trouvez différents outils que vous pouvez acquérir moyennant une redevance. Donc, nous avons lancé le concept. Nous sommes en phase de négociation avec des partenaires pour pouvoir le prendre en charge. Je crois également que vous avez passé l'école de la seconde chance. Ouais. Parce que, vous savez, le cursus scolaire parfois rejette des gens à un niveau où ils n'ont ni le BFM, ni pas même le certificat. Par exemple, j'imagine que quand quelqu'un va à l'école jusqu'au CM2, il aura perdu pratiquement 5 ans, il se retrouve dans la rue. Qu'est-ce qu'il sait faire à ce niveau? Pour lui, il ne se trouve pas nécessaire d'aller apprendre un métier. Nous croyons que dans la maison de l'outil, nous pouvons développer ce concept-là, qui donne de la chance, une seconde chance en tout cas, sur le déchet scolaire, qui ne sera pas peut-être parfaitement comparable à l'école de la seconde chance que nous trouvons à Paris, mais adapté à nos réalités, pour que chacun, à quelque niveau qu'il puisse se trouver de sa vie sociale, qu'il ne puisse jamais perdre la chance, en tout cas, de se reprendre et d'aller gagner sa vie honnêtement. D'accord, tout à fait. Alors, chers téléspectateurs, notre invité aujourd'hui, c'est El Hadj Malick Mbaye, directeur général de l'ANAMO, l'Agence nationale de la maison de l'outil, mais il est aussi très politique. Il est à la tête de ce mouvement Gëm Sa Bopp. Conscience citoyenne, Gëm Sa Bopp. Conscience citoyenne, Gëm Sa Bopp. Merci pour la précision. Alors, aujourd'hui, l'actualité, avant d'en parler, de venir un peu à Conscience citoyenne, Gëm Sa Bopp, j'aimerais bien peut-être en quelques minutes qu'on parle un peu aussi de cette bataille médiatique entre les avocats de l'État et les avocats de Karim Wade, qui disent tout simplement que votre leader veut empêcher Karim Wade vraiment de se présenter contre lui en 2017. Les avocats de l'État qui soutiennent le contraire. Vous, comment analysez-vous un peu, ou bien quel commentaire vous inspire ce ping-pong verbal entre, on va dire, ces deux camps? Mais écoutez, je crois que vous avez la vie politique, oui. Elle est dynamique. Je dis une chose. Partout, la démocratie, elle est tumultueuse. Seule la dictature est silencieuse. C'est normal, nous sommes dans une démocratie. Quand un procès au relent politique, je ne parle pas de procès politique, mais au relent politique. Donc vous confirmez, Non, je veux dire, mais naturellement. C'est un procès politique. Non, ce n'est pas un procès politique, c'est un procès au relent politique. D'accord, c'est la Comme nuance. partout, la nuance est importante. Je veux dire que quand un procès au relent politique, parce que celui qui est au centre, qui est prévenu, est présumé innocent, en tout cas, c'est pourquoi il est poursuivi. Il est poursuivi parce qu'il a été un acteur politique exerçant les plus hautes charges, en fait pas les plus hautes charges, mais des charges parfois a priori non associables, mais en tout cas il les a exercées, mais c'était un acteur politique. Donc je dis que c'est un procès au relent politique, mais pas un procès politique. C'est normal que, en tout cas, que cette bataille médiatique-là se mène, où chaque parti essaie de gagner la bataille de l'opinion. Mais cependant, je crois que les avocats de la défense, historiquement, ont tort d'avoir boudé. Telle que puisse être la circonstance. Quelqu'un disait que je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, mais je me battrai pour que tu aies l'occasion de le dire. Mais vous-même, vous étiez plus ou moins, semble-t-il, contre quand même la CREI. Vous n'avez pas apprécié la démarche de la CREI. Ou bien vous avez changé de démarche? Non, je n'ai pas changé de démarche. J'avais dit que l'overdose médiatique de la CREI est en train d'expliciter l'essentiel des réalisations du président de la République. Je le confirme aujourd'hui et maintenant. C'est ma conviction forte et profonde. Il y a deux choses sur lesquelles je crois que la CREI a péché. C'est d'abord la surmédiatisation. On ne peut pas inaugurer l'ère de l'exercice, en tout cas, ou de la gestion de dossiers aussi sensibles par une conférence de presse. C'est mon point de vue personnel. Et là, je l'ai dit, c'était le meilleur moyen de faire en sorte que chacun en parle et peu en savent. C'est-à-dire, voilà un dossier, chacun en parle et peu d'individus en savent autant. Donc certains, ils en parlent pendant longtemps, alors qu'ils n'en maîtrisent pas tous les contours. Donc je crois que c'est à ce niveau. L'autre élément également que je n'ai pas apprécié, c'est le traitement qui a été infligé à Karim Wade.
je ne suis pas d'accord. Nous sommes dans un pays où les droits doivent être respectés. Et c'est non conforme à la philosophie, à la perception des choses, à la trajectoire du président de la République. C'est mon point de vue personnel. Parce qu'à ce niveau, comme disait Mirabeau, on peut tout soutenir sauf l'inconséquence. On ne peut pas poursuivre Karim Wade parce qu'il a exercé de très hautes fonctions, donc ministre du ciel et de la terre, comme disait l'autre, et pouvoir le maltraiter de cette manière. Ça, j'ai pas apprécié. Et je crois que s'il y a une fausse note à ce niveau. Maintenant, pour en revenir, ceci maintenant ne change en rien que la CREI est une institution régulière, parce que se retrouvant dans l'architecture judiciaire de notre pays, la CREI n'a pas été créée par le président Macky Sall. Mais par Abdou Diouf également, qui à l'époque voulait mettre la pression sur les ballons socialistes qui n'étaient pas, en fait, qui remettaient en cause sa légitimité. Hein. Vous savez ça? Oui. Ceux qui le disent, ils lisent sur les arrière-pensées. Cher, les pensées sont sombres d'un homme, à plus forte raison les arrière-pensées. Mais ce qui était là, c'est que, ce qu'on peut dire, c'est que la CREI est une institution régulière. Mais comment on peut dire? On vous accuse de quelque chose, à vous maintenant de vous défendre, de dire que oui, vous êtes blanc comme neige. Je viens à ce niveau. Ça, c'est le débat juridique sur lequel je n'aimerais pas que tous les deux qu'on tombe, parce que ça va nous bouffer un peu du temps. Mais ce qu'il faut la dire à ce niveau, cher, oui. Pour en terminer, c'est que le procès Karim Wade, tel que puisse être l'issue, va nous servir de leçon. Ma certitude, c'est que jamais aucun homme élu à la tête de ce pays ne s'aventurera à mettre sa famille dans le dispositif institutionnel ou à le responsabiliser. En tout cas, Blair dit qu'il va brûler le pays si jamais on met Karim Wade en prison. Vous savez, Wade, c'est Wade. Quand quelqu'un te dit que ma clignoté gauche, diable de droite, quand il te dit politique, mbasse le tout de Santon-Dioui, Wade avait dit qu'il allait envahir le palais. Mais l'important, c'est pas ça. L'important, c'est que nous gardions notre sérénité, tous, et qu'on puisse savoir que demi-fera jour. Mais en tout cas, vous êtes en train de le pousser à bout. Vous avez même, entre guillemets, saisi sa maison de point. Il a dit que cette maison n'appartenait pas à Karim. D'abord, vous dites vous. Je ne suis pas la justice. Vous dites vous, si c'est par ricochet pour s'adresser au président de la République, il n'est pas la justice. Non, mais je dis le parti au pouvoir. Tout le monde sait que le procureur dépend du ministre de la Justice, qui dépend du Premier ministre, et le Premier ministre qui dépend du président de la République. Mais écoutez... Ou bien, ça ne marche pas comme ça. Donc, vous êtes de ceux qui pensent que la justice n'est pas indépendante. Pas du tout, pas du tout. C'est juste... Donc, c'est juste pour vous dire que l'important, c'est le constat qui a été fait. Donc, pour en revenir très rapidement, moi, je crois que ce procès-là, moi, en tout cas, j'ai mal quelque part parce que et je suis à peu près sûr que le président de la République, Macky Sall, l'homme Macky Sall, a très mal de ce qui arrive à Karim Wade. Ceux qui le connaissent savent qu'il ne peut pas opter de faire du mal uniquement pour faire du mal. Mais vous savez, les hommes d'État, ceux qui exercent le pouvoir, c'est comme ceux qui sont au sommet d'une nation. Ils ne doivent pas avoir peut-être l'œil parfois humecté par les sensations humaines. Parfois, quand vous dirigez un État, vous ne pouvez même pas ne pas être dérangé que votre propre frère puisse être mis en prison. Encore 5 minutes à passer ensemble, c'est la raison pour laquelle j'appuie sur l'accélérateur, parce que le temps passe très vite. Vous faites partie des rares, on va dire, responsables qui sont dans la coalition Benno Bokk Yakaar, à adopter quand même cette posture, cette démarche, c'est-à-dire quand vous n'êtes pas d'accord avec le pouvoir, vous dites que vous n'êtes pas d'accord, comme ce qui s'est passé entre guillemets avec la CREI, ou bien ce qu'on a fait à Karim Wade, mais aussi on vous a vu quand Samuel Sarr était en prison, que vous êtes parti lui rendre visite. On n'a pas compris trop bien cette démarche. Non, mais c'est très simple. Vous savez, vous me permettez de dire, parce que, bon, vous savez une chose, hein, oui. Nous sommes dans la journée nationale, internationale des langues, dans la journée mondiale des langues nationales. Vous me permettez de le dire en Wolof. Ma mère disait quelque chose, oui. Et c'est important. Daf ni kilifa bu ngeen di ànd nga jàpp ko te doo ko bàyyi. Gëm ko te doo ko wor. Fu ngeen nar a takkale dara nga setal ko. Nee na boo ko defalee yëpp nag da nga koy ñeme te bañ koo yab. Pour les gens, quand il faut éviter d'être bon sous tout rapport. Mon engagement auprès du président Sall est total et entier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas aujourd'hui, demain ou après-demain, quelque chose qui pourrait justifier que je l'abandonne. Ce n'est pas possible. Même si on est sur le terrain glissant politique. Non. Et ce n'est pas que je ne me rehausse pas les épaules pour dire que quand je ne suis pas d'accord, non. C'est parce que quand un point de vue est demandé, vous êtes obligé de dire ce que vous pensez. Maintenant, quand tout le monde, dans le camp que vous êtes, n'est pas d'accord, vous êtes obligé d'adopter la position que tous les autres ont adoptée.
et de dire une fois encore, cet homme que nous sommes en train d'accompagner, il sait là où il va. Et pour terminer sur ce point précis, c'est-à-dire que là où il est en train de mener le pays, ma certitude, c'est que c'est meilleur que là où il a pris. Maintenant, sur Samuel Sarr, on a eu des rapports personnels. Il a été pris pour un cas de délit commun. Je suis allé lui rendre visite. Ceci n'entame en rien mon engagement total auprès de cet homme, que j'ai appris à connaître ses faits, que j'ai appris à être apprécié ses faits, et qui aujourd'hui est en train, en tout cas, de réaliser d'excellentes choses pour le peuple sénégalais. C'est ça, ma conviction, pour terminer sur ce point précis, c'est qu'il ne s'agit nullement de règlement de compte entre Karim Wade et Macky Sall. Il s'agit de la reddition des comptes. Et à ce niveau, la loi est dure, mais c'est la loi. Et puis, voilà, donc à travers votre argumentaire, on peut dire que c'est un peu ça la philosophie de consensus citoyen, Gom Sabop. Oui, mais vous savez, le premier aujourd'hui, le premier philosophe, le premier théoricien de Gom Sabop au Sénégal, c'est Macky Sall. Lui, tout ce qu'il a eu, il l'a eu parce que Gom Sabop. Quand on a voulu lui faire des choses inacceptables, il a dit « me renier pour exister, jamais ». Donc moi, je ne juge pas l'homme politique. Moi, je vois sa démarche imprimée sur la base de valeurs fondamentales de Ngor, de Djom, qui aujourd'hui fonde son action et lui assure sa réussite. En tout cas, convenez avec moi que j'ai un autre type de perception de mon militantisme à ses côtés. En tout cas, encore une dernière question, en une minute. On a entendu parler de l'ANED. Il paraît que vous êtes derrière cette... on ne sait pas si c'est une association ou bien... Oui, l'ANED, nous allons mettre en place l'ANED, qui est l'Association nationale des élus départementaux. Parce que la mesure phare, l'acte fondateur de l'acte 3 de la décentralisation, c'est la mise en place et la création des collectivités locales appelées conseils départementaux. Donc, le nouvel élu, issu de l'acte 3 de la décentralisation, c'est naturellement l'élu départemental. Mais on s'est rendu compte que cet élu départemental, ces élus départementaux, qui sont au nombre de 1700, donc un nombre assez réduit, il leur manque la formation, il leur manque l'organisation, il leur manque l'imprégnation selon les textes qui régissent l'acte 3 de la décentralisation. Mais il leur manque aussi quelque chose de fondamental, c'est le statut de l'élu départemental. Il n'y a pas de statut de l'élu départemental. Et aujourd'hui, pour prendre en charge tout cela, nous nous sommes dit que nous devons avoir un cadre de concertation, un cadre de réflexion qui va réunir l'ensemble des élus départementaux, qui n'a rien à voir avec l'association des présidents de département, ou bien l'association de l'AMS, dont je salue et je félicite le président, Aliou Sall, mais nous comptons mener une action complémentaire à ce que ces deux ordres de collectivités locales sont en train de réaliser. C'est juste que nous sommes arrivés à la fin de cette émission, raison pour laquelle je ne peux plus poser d'autres questions, parce que j'aimerais bien savoir combien de personnes ou combien d'élus, on va dire, départementaux sont derrière vous, et puis bon, entre autres questions. Bon, brièvement, je vous dis que tous les 42, nous avons, à l'Assemblée générale, tous les 42 départements, nous aurons des élus venant de tous les 42 départements. D'accord, d'accord. Et ce sera le 28 prochain. Merci infiniment à Elhadji Malick Mbaye. Merci, tout le plaisir pour moi. Merci également à vous les téléspectateurs d'Africa 7. C'est la fin de ce 7e numéro de votre émission Le Plaidoyer. On se retrouve dans une semaine. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes.